Bon, bonjour à tous, on va commencer. Je vais mettre. Ouais, on a 20 minutes. Donc oui, alors nous on est venus à deux parce qu'on s'est dit que c'était intéressant d'avoir des praticiens. Moi je suis Fabien Guénier, je travaille au campus cyber, je suis responsable du studio des communs et par ailleurs je suis secrétaire général de la Fabrique des mobilités qui travaille aussi sur les communs de mobilité en général. Et du coup, je suis François Normand, donc je suis start-upper, on va dire ça comme ça. Et j'ai rejoint GetWatcher après un rachat, plutôt spécialisé dans la cybersécurité à l'origine. On avait des besoins un peu particuliers sur des sujets de données spécialisés dans la cybersécurité. Et étant présent au campus cyber, on a eu des propositions pour se rejoindre. Je ne sais pas où c'est. Ah, peut-être que Thomas est parti avec. Il est là. Oui, alors nous on est à deux parce que en discutant, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir le point de vue un petit peu de l'organisation, comment on organise et pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans les communs, et le point de vue des gens qui le mettent en pratique et comment ils l'intègrent dans leur business model et pourquoi ils le font. Et donc c'est pour ça que donc moi je suis la partie organisation et là c'est la partie intégration, on va dire. Alors ça c'était moi et c'était avant. Voilà. Donc on va se présenter rapidement. On a monté la conférence sur. On va vous présenter le cadre dans lequel nous on se trouve, et puis après on va vous laisser. On a posé 5 questions et on verra sur quelles questions vous êtes les plus intéressés à discuter. Le campus cyber, c'est un écosystème déjà en soi qui a été lancé en février cette année, donc on est encore un peu récent, un peu jeune. Notre objectif, c'est créer ensemble au service d'une grande nation cyber. C'est un projet qui a été initié par le président de la République et qui a la volonté de faire en sorte que la cybersécurité française monte au niveau du podium des nations de la cybersécurité. Et donc, on a 3 objectifs: attirer les futurs talents, favoriser l'innovation et faire rayonner l'excellence française dans le monde. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel on se situe. Aujourd'hui, nous, notre écosystème, c'est 114 membres, 40 partenaires et 111 entreprises résidentes. On a un building de 26 000 m² à La Défense, donc a ouvert, comme je vous le disais, en février. Et donc, il y a à peu près plus de 200 acteurs. Donc, quand on parle d'acteurs, c'est des entreprises qui sont présentes avec nous. Dans le building, on a à peu près 1600 personnes qui y travaillent, mais globalement, on peut estimer qu'on est plutôt à 4000 ou 5000 personnes qui sont en lien plus ou moins permanent avec le campus cyber. Alors, nous, on a choisi dès le début de se lancer sur les communs pour une raison assez simple, c'est que dans le monde du numérique, comme ça a déjà été dit par le passé ce matin, on a des secteurs qui sont un peu hégémoniques, et si on considère que la capacité d'innovation est directement reliée à la capacité d'investissement, eh ben, ceux qui ont la plus grande capacité d'investissement vont innover plus et donc développer des positions ou renforcer leur position de leader sur le marché. Et donc, comme ça, on arrive sur un système qui est un peu statique et on connaît un petit peu les résultats dès le lancement. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait intégrer dans cette équation un peu simpliste, mais qui est assez proche de la réalité, un nouvel élément qui est la mutualisation. Pourquoi la mutualisation? C'est la capacité à diviser le risque sur un plus grand nombre d'acteurs et aussi la capacité à augmenter notre capacité financière à l'investissement. Et donc, cette mutualisation, ça prend un nom qui s'appelle pour nous les communs, et c'est exactement la définition qu'a donnée Henri Verdier plus tôt. Donc, c'est la création d'une ressource par une communauté qui va elle-même définir les règles. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le campus cyber, nous, on n'est pas là pour définir les règles des communs, c'est les communautés qui vont s'activer autour d'un sujet, qui vont définir leurs propres règles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Premièrement, les communs, ça nous permet d'aborder la complexité. L'effet de la mutualisation, pour nous, c'est ça qui est intéressant. On peut aller chercher de la R&D très très tôt parce qu'on a les moyens de prendre des risques là où avant on ne pouvait pas le faire. Le deuxième effet recherché, c'est l'impact, à la fois pour développer le numérique de confiance, mais aussi pour propager nos innovations, puisque si une innovation elle est portée par un certain nombre d'acteurs, on a tout de suite dès le lancement un déploiement plus important que si on était un acteur unique. Et puis le dernier, évidemment, ça fait partie du cœur du campus cyber, c'est prendre une place de leader sur des nouveaux marchés ou même voir créer des nouveaux marchés liés à la cybersécurité, évidemment, pour l'instant.
De manière très rapide, on a un schéma de fonctionnement qui est aujourd'hui en cours de construction. On apprend à peu près toutes les semaines des nouvelles choses, entre autres en travaillant ensemble. Pour faire simple, nous, on a des groupes d'échange sectoriels où les questions qui vont se poser, alors sur la santé, la mobilité, les questions qui vont se poser, c'est où est-ce qu'aujourd'hui, dans les métiers, il y a des sujets de cybersécurité qui ne sont pas traités, mal traités, sur lesquels, en fait, il faut avancer. Et sur ces sujets, est-ce que le niveau de complexité est tel qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs qui y répondent? Et donc, dans ce cas-là, pour nous, ça devient un sujet de commun intéressant. Parce que pour nous, les communs, le but, c'est de produire des choses, soit de produire des prototypes, des preuves de concept, pourquoi pas de la standardisation ou des spécifications. Une fois qu'on a identifié ce groupe d'échange, on va passer sur un groupe de travail assez standard. Le but, c'est de cadrer le sujet et puis de l'instruire pour après, on espère, aller chercher des fonds, monter des projets. Et là, on se développe aussi là-dessus, soit avec des fonds des acteurs directement, mais aussi pour aller chercher des fonds européens. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est au niveau Europe, c'est 3 milliards d'euros qui vont être mis à disposition pour résoudre des problématiques de cybersécurité. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a toute la partie exploitation. Donc, pour un commun, on va créer, accompagner l'émergence d'une gouvernance dédiée à ce commun, donc définir les règles d'usage de ce commun. Et nous, le campus cyber, on va se situer ici en tant que tiers de confiance. C'est-à-dire que nous, on va être garant de l'exploitation, de la bonne exploitation du commun et de la bonne mise en place des règles. Alors, on n'a pas encore réussi à faire tout ça en 6 mois, mais on est en chemin. Tout ce cadre-là, pour nous, ça nous permet de nous positionner globalement comme le tiers de confiance sur lequel les acteurs vont se sentir à l'aise pour discuter, se dire qu'ils vont pouvoir développer des collaborations et essayer d'aller explorer des terrains qui, pour l'instant, n'avaient jamais été explorés au sein de l'industrie. Les résultats aujourd'hui sur lesquels on est, très rapidement, donc on développe des webinaires pour parler des sujets, des communs, de qu'est-ce qui se développe, comment ça se développe. Donc on en a un par mois sur tout un tas de sujets. On a commencé à développer plusieurs plateformes. Donc on a fait une plateforme de CTI dont je vous explique pas l'acronyme tout de suite parce qu'on a un expert CTI comme ça m'évitera de dire des bêtises. Plateforme CTI sur le sujet de la guerre de l'Ukraine et de la Russie qui a été montée en 4 mois. Alors dit comme ça rapidement, c'est un peu simpliste, mais mine de rien, c'est quand même hyper important d'avoir cette capacité en quelques mois parce que les gens se connaissent, parce qu'ils ont un niveau de confiance, de monter une plateforme d'échange de données sur les activités cyber malveillantes liées au conflit. On est en train de sortir un wiki sur le sujet pour mettre en avant tout ce qu'on produit. Il va sortir dans quelques semaines et on a la chef de projet qui est ici avec nous. Donc si vous avez des questions aussi sur les wikis, l'usage des wikis, on a Angèle qui est là aussi ce matin, qui fait aussi partie de l'équipe Campus Cyber. Et puis, on a un certain nombre de publications sur l'anticipation d'évolution de la menace. On a un catalogue d'attaques sur les cryptoactifs. Donc, comment attaquer une blockchain, comment aujourd'hui on attaque, qui attaque, pourquoi, qu'est-ce qui s'y gagne. On a développé 3 cas d'usage d'IA dédiés à la cybersécurité. Donc, c'est 3 communs technologiques qui vont vous permettre de valider qu'il n'y a pas des sites qui vous ont copié pour essayer de tromper les internautes et récolter de l'argent via des systèmes de donation, qui vont permettre d'identifier est-ce qu'il y a des comportements inattendus dans votre système et du coup de se dire tiens c'est bizarre, il y a une personne qui hier était un usager standard et aujourd'hui est devenu administrateur de l'ensemble de mon système d'information, bizarre, peut-être qu'il faut aller voir. Et donc l'IA aujourd'hui peut nous aider à travers l'étude de log sur identifier ces récupérations de privilèges. Et puis enfin, on a, et on en est assez content aussi, on a développé un référentiel de compétences des métiers de la cyber. Là aussi, c'est un commun parce que ça a été fait à la fois avec l'éducation nationale et avec beaucoup d'universités, d'écoles privées. Et si ça n'avait jamais été fait. Et en fait, ça paraît simple parce que derrière, c'est une matrice qui paraît assez simple, ce petit tableau, qui a une quarantaine d'entrées. Mais en fait, ça a permis à faire en sorte que tout l'écosystème se mette d'accord sur quels sont les métiers aujourd'hui, comment on y accède, et évidemment derrière, l'idée c'est de se dire mais quelles sont les formations qu'on doit mettre en œuvre pour remplir ces métiers. Et évidemment, comme l'a dit Henri Verdier, c'était un espace aujourd'hui
que tout le monde espérait voir être pris, mais qui n'avait jamais été résolu par un acteur privé. Alors que de se mettre dans un format commun en espace d'1 an, parce que ça prend du temps quand même, tout le temps de la collaboration, c'est quand même des temps un peu plus longs, et ça, on pourra en discuter juste après. Ça a permis de résoudre ce premier élément. Tiens, c'est marrant. Ah oui, c'est parce que c'est dans l'autre sens. Juste un dernier élément avant de te laisser la parole. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on a à peu près 150 membres. Et en fait, on pourrait considérer que le campus cyber, c'est déjà un commun. Puisqu'en fait, la gouvernance, elle est chacun, quel que soit le montant avec lequel il est rentré au capital, il a une voix au conseil d'administration. Donc, on a décorrélé l'apport en capital du nombre de voix. On a 9 collèges où chacune des entités va pouvoir être représentée en fonction de sa typologie, pour lesquels ils vont pouvoir délibérer et aussi élire un représentant. Ce représentant va se retrouver au conseil d'administration, dans lequel il y a 19 sièges pour représenter tout le monde. Et c'est là que vont se définir aussi les règles de gouvernance et d'évolution stratégique du campus cyber. Donc le campus, c'est déjà du coup en tant que ressource une équipe, un bâtiment, et aussi en tant que gouvernance, un système qui se veut, on va dire, inclusif et représentatif, puisque tout le monde a la même voix au chapitre. Et c'est juste pour vous dire que déjà, en tant que tel, cette entité peut déjà être considérée comme un commun, in fine. Je te passe, et c'est celui qui est en bas. Du coup, alors moi, ça va être plutôt l'application de tout ça, pour résumer un petit peu les choses. On est sur un modèle où, en fait, déjà, il faut rappeler qu'au campus cyber, donc, il y a énormément de sociétés de cybersécurité, il y a du public, il y a un peu de tout, mais surtout, il y a des concurrents, des partenaires. Et en fait, c'était une des premières problématiques qu'on a eues et qu'on a dû discuter, c'est que aujourd'hui, il fallait qu'on ait un tiers de confiance qui pouvait, de un, avec une gouvernance au-dessus de nous pour pouvoir essayer de déterminer et éviter des risques, avoir un framework aussi, parce que aujourd'hui, on n'est pas du tout prévu pour travailler en commun, même que ce soit le public, privé, ENCO, surtout ensemble, surtout dans le domaine de la cybersécurité où ça peut être un peu anarchique, on va dire des fois, ça poliment, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, on arrive sur un modèle aussi où aujourd'hui, en fait, la cyber threat intelligence, c'est un secteur de niche. Je suppose qu'il y a peu de personnes qui connaissent à peu près ce que ça donne ça ici, donc je vais expliquer assez rapidement. Ah, une personne, j'ai de la chance. On n'a pas ça tous les jours. En gros, le principe, c'est basé sur une méthodologie militaire qui était là pour pouvoir l'analyse sur la menace. En fait, c'est du renseignement sur la menace. Le principe est de comprendre en fait ce qui se passe sur les menaces cyber, les analyser pour pouvoir en fait le mettre dans un framework pour, on va dire, diviser en plusieurs parties. Aujourd'hui, c'est soit avoir une vue stratégique. Donc vraiment avoir une vue un peu géopolitique, spécialisée ou des visions sur les entreprises et leurs impacts, donc plutôt haut niveau, on va dire ça comme ça, souvent pour plutôt du directoire. Après, on a une vision un peu plus tactique, qui est plutôt là pour dire, demain, qu'est-ce qui va se passer sur une menace, sur en gros un groupe d'attaquants, comment ils vont agir, quels sont leurs scénarios habituels, et en gros aider des équipes qui seront, on va dire, plutôt là dans la détection, et la compréhension et mettre en place des équipes de sécurité, comment ils vont pouvoir détecter et agir derrière tout ça. Et derrière, il y a on va dire une vision que je merge ensemble, on va dire c'est l'opérationnel et le technique, qui permettra plutôt d'avoir une vision vraiment plus pour pouvoir avoir des données qui vont optimiser, accélérer la détection de menaces chez vous, et en gros avoir des scénarios sur des attaques très précises. Donc ça, c'était la vision qu'on en avait. Aujourd'hui, des groupes de CTI, donc de gens qui partagent des informations, il y en a. Vous allez en avoir sur Twitter, il y en a à peu près partout. Il y a énormément de problématiques aujourd'hui sur la qualité de ces données. C'est le premier problème de ça. C'est qu'aujourd'hui, sans une qualité vraiment au top, en fait, les données sont souvent inutilisables. Donc ça a été un de nos premiers problèmes à réfléchir et à penser. Et aujourd'hui, pourquoi des sociétés privées se posent la question de se dire ça vaut le coup de travailler avec du public, avec d'autres sociétés privées, avec des retours. C'est aussi qu'on arrive sur un modèle où la cybersécurité et la cyber threat intelligence, c'est un milieu de secret, assez souvent, où il y a encore 10 ans, moi j'étais dans la réponse à incident, quand il y avait un incident majeur, les sociétés n'en parlaient pas. Parce que, on dirait qu'on peut perdre de l'argent, perdre de l'image, et c'était le but. Donc du coup, il fallait trouver un moyen et un framework pour pouvoir en discuter, échanger des données, pour que ça soit utilisable avec des pairs, parce qu'on arrivait sur un modèle où... Là, je parle encore que d'images, mais des fois, il y a des notions de confidentialité un peu plus élevées. Et donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un organisme d'importance vitale, par exemple, c'est quand même assez intéressant de savoir s'il y a une attaque sur une centrale nucléaire d'un côté, qu'il peut y avoir la même chose sur d'autres secteurs de l'énergie ou ce genre de choses. Et donc, ça a été des enjeux assez forts de se dire,
Aujourd'hui, on peut travailler comme ça. Et après, bon, je vais me présenter rapidement là d'où je viens, comme ça pourra expliquer un petit peu les raisons aussi pour lesquelles nous, on s'est lancé. C'est qu'aujourd'hui, Gatewatcher, à l'origine, c'est une société qui, en gros, crée des systèmes de détection d'intrusion, plutôt pour pouvoir analyser les systèmes réseau. Donc, en gros, c'est une sonde réseau qui permet d'analyser le réseau informatique d'une société pour pouvoir relever des alertes et pouvoir détecter des incidents de sécurité. Je globalise un peu ça. On était une start-up. Moi, je suis un ancien client, donc c'est assez drôle aussi de les avoir rejoints. Il y a 10 ans, ils étaient 5. Maintenant, on est même plus de 90. On a passé les 100. Bon, levée de fonds, toute l'expérience de vie qui est fait avec. Je veux dire, avec des certifications avec l'ANSSI, des partenariats qui ont déjà été assez forts là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, ils étaient partis sur un outil qui permettait d'analyser les réseaux, mais ils avaient besoin de renseignements. J'ai fait partie d'un rachat pour pouvoir avoir ces capacités. Donc nous, on avait les capacités d'analyser Internet au sens large, pour pouvoir essayer de récupérer des menaces, avoir la possibilité d'alimenter des équipements de sécurité, pour pouvoir les optimiser, les améliorer, les maintenir en temps réel. Souvent, la threat intelligence, on a une analogie assez simple, c'est qu'aujourd'hui, une armée sans renseignement, c'est beaucoup moins efficace. C'est à peu près la même chose, hein. Vous pouvez avoir des équipements de sécurité qui vont pouvoir détecter des choses, avoir énormément de capacités, des systèmes très efficaces, mais si vous n'avez pas les dernières informations, les dernières tendances, les dernières choses, les derniers impacts sur les cybermenaces qui évoluent tout le temps, vous serez moins efficace. Donc du coup, c'est un peu l'objet et l'objectif de ce que nous, on apporte. Aujourd'hui, nous, on a une vision sur Internet. C'est une vision, mais c'est qu'un périmètre assez réduit parce qu'on n'a pas accès dans toutes les banques de la planète, on n'a pas accès sur toutes les attaques qu'il pourrait y avoir partout dans le monde, donc ce qu'on appelle aussi la télémétrie en dehors de ça. Et donc du coup, ça a été un des enjeux des discussions dans les communs et de voir comment on pouvait avancer. Bon, je vais rapidement, c'est pas très lisible, mais en gros expliquer un petit peu nos produits. J'ai parlé de notre produit principal qui est du coup un système de détection réseau qui est qualifié par l'ANSSI, qui permet d'être inclus pour les OIV, pour protéger en gros l'ensemble des OIV aujourd'hui, mais pas que. On a aussi des systèmes pour les organisations privées, donc je faisais partie avant. Derrière, du coup, on a aussi des systèmes qui permettent d'analyser des fichiers pour pouvoir aussi avoir une autre façon de voir les choses et de pouvoir accélérer les choses en dehors du réseau. Et ce que je disais, le produit qui a été racheté, donc orienté Cyber Threat Intelligence, pour avoir en fait une compréhension, pour optimiser donc, les équipements de sécurité, mieux comprendre les scénarios d'attaque et aussi avoir une meilleure vision stratégique pour conseiller du DSI, ce genre de choses. Donc on arrive, nous, sur un... Ah, perdu. Ah, c'est parce que... En fait... Ça allait. Du coup, en gros, nous, aujourd'hui, vu qu'on est sur un marché de niche, la Cyber Threat Intelligence, déjà, on avait un premier enjeu de se dire pourquoi une société qui est une start-up, quand on l'a rejoint, on n'était pas si nombreux que ça, on était une quarantaine, pourquoi on s'est mis dans un commun, pourquoi on a voulu lead un commun sur ce genre d'enjeu. Le premier, c'est évangéliser. Parce qu'en fait, on est arrivé sur un système où, même quand on était au campus cyber, tout le monde dit oui, il faut avoir des données, oui, il faut avancer, oui, il faut échanger. Mais on avait déjà tous travaillé dans énormément de groupes avant qui avaient peu marché, échoué. Et on se disait, parce qu'en fait, il n'y avait souvent pas de cadre et il n'y avait pas de volonté à engager des gens. Parce qu'en fait, on arrive à un moment où, c'est ça la grande difficulté pour nous, c'est que oui, l'objectif principal d'une société pour nous, c'est de trouver des nouveaux clients, faire du chiffre d'affaires, mais aussi, en fait, pour pouvoir optimiser, améliorer le système global de cybersécurité, on est obligé d'avoir du partenariat et avoir une meilleure visibilité et de faire comprendre à quoi ça sert d'échanger ce genre de données et avancer. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont extrêmement matures, qui vont utiliser ce genre de données comme si c'était du quotidien, et des clients qui nous disent j'ai déjà un antivirus, ça suffit. Et on leur explique que ça suffit pas toujours, et qu'il y a des niveaux de maturité qui sont différents, et on est obligé d'expliquer au fur et à mesure comment apporter ce niveau de maturité, comment grandir, et comment évoluer, et comment optimiser un petit peu leur process à grande échelle pour pouvoir améliorer leur système de détection. Le deuxième, il est assez simple aussi, c'est qu'aujourd'hui, on était une start-up, en gros une taille critique qui faisait qu'on ne pouvait pas non plus tout gérer nous-mêmes. Donc on a eu la possibilité d'avoir du partage de ressources pour pouvoir en fait aujourd'hui affronter une menace qui est globale. On ne peut pas se dire oui ça va, on est 50 experts et on va résoudre un problème qui est vraiment au niveau international. Ça a même fait partie du premier problème où à un moment on s'est posé une question, c'est que Campus Cyber, c'est en France. Est-ce qu'on travaille en français? Et la réponse a rapidement été de dire de non. Parce qu'en fait, si on voulait demain pouvoir travailler avec des gens partout dans le monde, on a commencé déjà à tout rédiger en anglais pour pouvoir faciliter les échanges et avancer plus vite.
C'était un comble au départ, c'était une petite blague entre nous au début, parce que on se disait, en tant que Français, on parle de souveraineté, ce genre de choses, mais on est arrivé sur un modèle où si on voulait échanger et aller vite, et pouvoir avoir un impact global, on était obligé de travailler en anglais. Bon, on a quelques parties qui sont présentées en français, surtout pour l'évangélisation des sociétés françaises et des PME, mais le modèle technique et les enjeux, en fait, ont rapidement été là-dessus. Et les deuxièmes choses, c'est qu'en gros, dans le nombre de partenaires, on a du secteur privé, où il y a des éditeurs comme nous, il y a des sociétés du 440, il y a des sociétés un peu plus petites, il y a des prestataires de services. Et en fait, on a remarqué assez rapidement que les sociétés du 440, oui, ils ont des gens en France, mais pas que. Donc du coup, si on voulait travailler avec eux aussi, il fallait aussi trouver un framework, trouver une langue qui allait convenir à tout le monde et pouvoir accélérer un petit peu mieux les choses. Donc en gros, cet échange-là, ces communs-là ont permis en fait de créer des bases et avoir une stratégie derrière ça pour pouvoir vraiment aller chercher les choses intelligemment et pouvoir avoir vraiment de se dire on engage des gens dans ce genre de système et on n'exclut personne. La dernière chose, c'est vrai que nous, on arrive sur une vision où, comme on disait tout à l'heure, nous, on a les internets. Donc on va collecter énormément de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est Internet au sens large. C'était une vision, mais aujourd'hui, par exemple, on avait très peu accès aux incidents de certains de nos partenaires actuels, qui ont, en gros, sur 150 personnes, il faut se douter qu'il y aura régulièrement des incidents de sécurité, mineurs ou majeurs. Et là, en fait, on a la possibilité d'échanger, d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir partager ces informations, que ce soit par secteur d'activité ou plus globalement, et aussi pouvoir proposer des solutions à chacun, pour pouvoir dire, ok, aujourd'hui, on a une possibilité d'améliorer les choses, avec vous et ensemble. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour une société privée, ça peut être étonnant, parce que dans le lot, on a des concurrents, mais on travaille aussi ensemble pour dire, aujourd'hui, quand on arrive sur des appels d'offres qui sont pas obligatoirement qu'entre concurrents français, on a aussi des offres qui sont valides, solides et qui peuvent être prouvées aussi par rapport aux leaders américains sans avoir de problème, par exemple. Donc ça a été aussi une des raisons, des enjeux là-dessus. Et la dernière chose, c'est aussi les échanges entre public et privé qui sont beaucoup plus courants à l'international qu'en France, où on travaille avec eux, par exemple, pour de la certification, on travaille avec eux pour des normes, mais l'échange de données sur des incidents de sécurité, c'était clairement pas la norme. On discutait, ça se faisait en off, ça se faisait parce qu'il y avait des connaissances, des réseaux, des amitiés, mais rarement sous un format vraiment structuré où on allait avoir une plateforme commune, où là aujourd'hui, on travaille avec la gendarmerie, avec l'ANSSI, avec le ministère de la Justice. On travaille du coup avec des grosses sociétés privées qui sont dans le 440, où il peut y avoir des incidents de sécurité, et chacun échange, chacun explique pourquoi leurs modèles sont intéressants ou non, et pourquoi, en gros, aujourd'hui, cet échange de toutes ces informations permet en fait d'améliorer le travail de tout le monde. Bon, on posera quelques petites questions après qui sont liées à des problématiques de business model, des problématiques de financement, des problématiques de motivation, qui vont permettre un peu tout ça. Mais voilà, c'était pour expliquer pourquoi aujourd'hui aussi des sociétés privées pouvaient aussi s'engager dans ce genre de solutions, parce qu'en fait, il y a des problématiques que, même si on voudrait, on pourrait prendre l'intégralité de la communauté française, on n'arriverait pas à les résoudre. Donc du coup, on est arrivé sur un modèle où, déjà en le faisant déjà entre nous, on essaye, et après le but est d'agrandir au niveau européen, et peut-être plus. Donc, je laisse reprendre la main. Alors on avait prévu que peut-être vous auriez des questions, mais on ne voulait pas vous ennuyer avec un discours trop descendant tout le temps. Donc on s'est dit que on pouvait se garder 20 minutes déjà pour voir s'il y avait des questions. On a imaginé que vous pourriez être intéressé par les 5 questions suivantes. Comment on intègre un commun avec un modèle d'affaires existant, comment on gère la propriété intellectuelle, comment on gère la collaboration avec les acteurs, évidemment les freins que nous on constate à la création de nos communs et les besoins qui sont traités. Est-ce qu'il y a sur ces questions-là un sujet qui vous intéresse en particulier, sachant qu'au stade de maturité où on en est, on va assez vite arriver à vous dire qu'on a d'autres questions derrière ces questions et pas tant de réponses que ça encore. Mais ça fait partie du partage d'expérience. Est-ce qu'il y a une des questions ou d'autres questions sur lesquelles vous voulez qu'on s'arrête un peu plus? Ouais. Les freins? Bonjour, Rama. Je suis ingénieur DevOps en sécurité. Donc j'ai lancé plusieurs SOC dans ma carrière et aujourd'hui je travaille pour Codoc. La deuxième question est intéressante. Quels sont les freins qui ont relevé lors de la prod? Ça c'est intéressant. Sachant que le framework que vous avez décrit, j'ai reconnu Mitre Attack, j'ai l'impression, ou Mitre Défense. Mais voilà, c'est intéressant de savoir comment vous avez lancé ça. Ça peut intéresser les autres personnes aussi. Oui. Alors, nous, il y en a plusieurs. Je vais prendre de mon point de vue et puis je te laisse compléter après.
Nous, le premier, c'est la disponibilité. Donc c'est pour ça que dans le campus cyber, on a décidé d'intégrer quelque chose qui s'appelle le studio des communs. Et donc dans le studio des communs, notre fonction, c'est d'animer l'ensemble de la communauté pour permettre la collaboration. Sans ça, on se rend compte que chacun a un travail, chacun a des objectifs, et en fait, ça ne rentre pas dans les feuilles de mission forcément, ni dans l'état d'esprit des entreprises, de se dire on va donner 10, 20 ou 30% du temps de certains membres de notre personnel à développer des communs, d'autant plus c'est très émergent, donc on ne sait pas ce que ça va nous rapporter. Et puis les communs, c'est long à mettre en œuvre aussi, et ça c'est un autre sujet, c'est le temps de production. C'est-à-dire que sur le sujet de la CTI, ça fait plus d'1 an que vous y travaillez. Sur le sujet de l'IA, il y a eu 1 an et demi de travail. Mais en fait, à la différence d'autres projets où on se dit voici les étapes et on va jusqu'au bout, on délivre notre projet, là, il y a tout un temps de rencontres, collaboration, identification, s'assurer qu'on est bien dans un espace sécurisé. Donc toute cette, cette construction de la confiance, ça prend déjà plusieurs mois. Et puis, il faut identifier les bons acteurs. C'est-à-dire que nous, on a été un peu rigide pour l'entrée des entreprises dans nos groupes de travail. On a mis à l'écart tout ce qui pouvait se rapporter à du marketing, du commercial. On demande à justifier l'entrée dans nos groupes de travail par rapport au profil des personnes. Est-ce qu'ils sont suffisamment intéressés au sujet, suffisamment techniques, et est-ce qu'ils ont une capacité de parler pour leur entité ? Évidemment, parce que sinon, qu'ils puissent au moins s'engager un tout petit peu lors des réunions. Donc nous, c'est à peu près ça les premiers freins. C'est un nouveau rapport au temps, la disponibilité. Donc on a comblé un peu ça en créant, en internalisant une équipe pour le faire, pour en tout cas faire la partie animation, parce que personne dans notre équipe n'est vraiment expert. Et puis identifier, en tout cas faire venir les profils. Et une fois qu'on a les bons profils, ça commence à marcher. Surtout, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment venir au groupe de travail parce que c'est aussi un espace où on discute entre pairs. Et c'est du coup un espace par nature très enrichissant. Et peut-être que je te laisse la suite. Ouais, pas de souci. Non, alors moi, ce qui était un peu marrant, c'est qu'on l'a commencé en période full télétravail, on va dire ça comme ça poliment, parce que on n'avait pas le choix, déjà pas de locaux, pas le droit de se réunir, et donc du coup on a eu le premier côté où oui, certains d'entre nous se connaissaient, parce que c'est un petit milieu, et certains d'entre nous travaillaient déjà ensemble, mais pas tous, donc du coup il a fallu déjà, comme dit, créer cette confiance, parce que certains sont nos concurrents, certains sont des partenaires qu'on connaît depuis des années, certains sont des gens du secteur public certains n'avaient jamais rencontrés, certains on connaissait très bien, et on est arrivé sur un modèle où déjà en fait il a fallu voir ce qu'on voulait faire ensemble, parce que ça a commencé sur un truc où on s'est dit oui, on aimerait bien faire un GT CTI, il y a des enjeux, il y a des volontés, est-ce que demain on va trouver des objectifs communs? Déjà ça nous a pris du temps. Quoi qu'il arrive, c'est qu'on est arrivé sur un modèle où on a défini ça maintenant, ça a changé, et après on a décidé de se dire ok, on est une gouvernance à part déjà, et il y a des gens qui vont plutôt faire la technique, faire la gouvernance. Blague à part, je me suis retrouvé à gérer la gouvernance, sachant que j'étais plutôt un profil extrêmement technique, mais la raison était clairement sur le fait que on voulait que ce soit des gens qui soient experts sur des domaines et qui allaient pouvoir prendre des décisions, et des gens qui avaient déjà vécu ces situations-là avant d'échecs sur ce genre de communauté. Comme ça permettait aussi d'apprendre des erreurs qu'il y avait eu et d'avancer. Les autres freins qui sont liés, c'est clairement le côté où aujourd'hui il fallait convaincre des gens à se dire qu'ils allaient partager leurs données. Moi par exemple, une partie des données qu'on va partager, c'est une partie des données qu'on vend aussi. Donc ça c'est pour la vision un peu plus éditeur. On ne partage pas tout parce qu'on est sur un modèle économique qu'il faut qu'il soit viable derrière aussi. Mais on a aussi des sociétés privées qui disent ouais, mais en termes d'image, il faut parler d'anonymisation, il faut parler de plein d'autres choses qui sont liées à ça. On travaille avec du coup, le ministère de la Justice et la Gendarmerie qui nous disent si c'est des affaires en cours, on ne peut pas les partager, mais certaines choses on peut partager. Et donc du coup, chacun, on a dû travailler un petit peu pour comprendre ce qu'ils étaient capables de faire, pas faire. Et rien que ça nous a pris du temps aussi, de comprendre un petit peu ce qui allait voulu être fait, ce qui allait pouvoir être fait. Et après, on a commencé à réfléchir à des solutions techniques, parce que du coup, voir ce qui était vraiment faisable en pratique et pouvoir le partager des informations. Après, là, l'autre frein qui est assez fort et qu'on travaille le plus dessus, c'est la partie review. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si les données ne sont pas de qualité, personne ne va les utiliser et du coup, ça va mourir, quoi. Honnêtement, comme plein de groupes de CTI il y a eu avant, ils ont duré 1 an, 2 ans. À la fin, plus personne ne l'utilisait parce que les contributeurs se démotivaient, parce que la qualité n'y était pas. Et donc du coup, ça va être un des gros enjeux où on va devoir travailler là-dessus. Et en gros, les communautés en dehors des données techniques qui vont être là, il va aussi y avoir toute une évangélisation
et une motivation des gens sur la validation, mais aussi sur l'expliquer pour que les gens puissent l'utiliser demain. Parce que tout le monde n'est pas capable directement d'utiliser ce genre de données. Bien sûr qu'au sein d'une même société, on a fait des intégrations qui vont bien, on facilite la vie des gens, ce genre de choses, mais l'objectif, c'est pas que ça reste dans un microcosme de clients qui pourront gérer ça. Aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir utiliser les données chez tout le monde, parce qu'il n'y a aucune société aujourd'hui qui pourrait dire qu'il n'a pas besoin de cybersécurité. Parce qu'on a vu les impacts récents, que ce soit pour les ransomware sur les cas simples, mais le phishing a toujours existé, a toujours eu des impacts financiers. Moi, je viens du monde de la réponse à incident, j'ai vu des startups perdre des centaines de milliers d'euros et fermer. Et c'est assez commun. Et c'en est triste que ça soit commun, parce qu'en fait, en gros, on ne pense pas aux impacts de cybersécurité. Au début, j'ai entendu parler que la cybersécurité, c'était peut-être mieux avant, le code était mieux avant. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de ce genre de personnes. Je dirais qu'il y avait des erreurs avant aussi, c'était moins pensé. La cybersécurité n'était pas, des fois même pas pensée du tout. Après, il y avait moins de connaissances. Maintenant, on a plus de connaissances, donc du coup, il faut qu'on travaille plus fort. Je veux dire, quand on voit que des groupes d'attaquants sont tellement industrialisés que c'est clairement des sociétés organisées avec des managers, des RH, des systèmes de communication, du recrutement intensif avec des hauts rendements de bénéfices et de rentes, ce genre de choses. Il faut peut-être penser aussi à industrialiser la cybersécurité et à aller plus loin. Et du coup, pour combattre ce genre de choses, on a dû aller un petit peu et échanger là-dessus. C'est pas simple tous les jours, parce que l'échange d'informations et le partage d'informations à des concurrents, que ce soit même entre sociétés du CAC 40, ils n'ont peut-être pas envie que ça se sache entre eux, mais ils commencent à le faire parce qu'ils voient l'enjeu, ils voient l'impact et ils voient que demain, toutes ces sociétés-là, en fait, on va apporter quelque chose que les autres ne seront pas capables d'apporter, et ils vont diminuer leurs risques, et diminuer les risques, c'est gagner de l'argent. Il y a quand même une question on l'a posée un peu directement là, mais elle est probablement assez logique en termes de frein, hein, c'est la propriété intellectuelle. Alors, ce qu'ils disent aussi, donc c'est vrai, hein, tout ce que tu dis est vrai, donc faut passer certaines étapes. Mais ça a déjà été présenté un tout petit peu aussi par Henri Verdier, c'est-à-dire que le fait de partager de la donnée, du coup, si on partage 1 et qu'il y a 5 acteurs autour de la table, on a un ratio de 1 pour 5. Donc en fait, il y a aussi ce ratio-là qui doit rentrer en ligne de compte. Nous, ce qu'on tente de faire maintenant au campus cyber, c'est de créer un cadre juridique pour la partie preuve de concept et prototype. Et on fait quelque chose d'assez simple, c'est qu'on dit que pour la partie preuve de concept et prototypage, il n'y a pas de commercialisation possible. D'abord, on tente de prouver qu'il y a un intérêt et un fonctionnement. Et après, surtout, on va aller vers une partie commercialisation. Ce qui veut dire aussi que ce qu'on a fait là sur le sujet de la CTI, qui est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de sujets de gouvernance, souvent on propose maintenant que la gouvernance arrive un peu plus tard dans les projets. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que on veut qu'on ait quelque chose à se partager pour discuter du partage. Parce que tant qu'il n'y a rien à se partager, on se rend compte qu'on est dans des discussions qui tournent et ça tue plus ou moins les projets. Donc l'idée, c'est de se dire, d'abord cuisinons, faisons une recette, faisons un gâteau, et une fois qu'on a quelque chose, un gâteau à se partager, là on commence à voir comment on va se le répartir. Mais déjà, il faut avoir quelque chose à se partager. Et quelque part, ça peut transcender les problématiques un peu juridiques. Quand il y a le business qui arrive et qui dit va falloir trouver une solution, parce que nous, en fait, ce commun-là va nous être utile pour aller évangéliser, augmenter la part d'usage de la CTI sur le marché français et international, du coup, le business, il va prendre le pas. Et pour nous, c'est un bon promoteur de l'usage des communs à avoir avec nous. Et puis, le dernier sujet, évidemment, en matière de frein, c'est le financement des communs. Parce que ça veut dire qu'il faut que chacun mette un peu à la pâte et il faut qu'en amont on ait suffisamment fait la preuve que le commun va apporter au business ou résoudre des problèmes ou augmenter les services qui existent déjà dans les entreprises.
Donc d'un point de vue business, c'est surtout ça aujourd'hui les sujets sur lesquels on est confronté. On travaille beaucoup sur la propriété intellectuelle aussi avec l'État, parce que pour l'État aussi c'est quelque chose d'assez nouveau et complexe. Tu l'as cité, hein, partager leurs données, en tout cas à l'ANSSI pour eux c'est compliqué parce que si on partage, déjà ils ne peuvent pas partager directement. Moi je suis un ancien de l'ANSSI. On ne peut pas partager directement avec un partenaire, puisque sinon ce serait créer un avantage concurrentiel potentiellement. Donc ça déjà c'est un premier point. Alors le commun, ça devient intéressant, puisque s'il est utilisé et accessible par tous, du coup, là, on peut faciliter le partage. Donc déjà, ça ouvre des discussions qu'avant, il n'y avait pas. Mais même pour eux, c'est compliqué, puisque le commun, c'est un droit particulier qui est en cours de développement, hein, parce que d'un point de vue juridique, c'est quelque chose qui se crée. Il n'y a pas vraiment de, on va dire, de jurisprudence ou de droit positif pour protéger les communs. Et donc ça veut dire que l'État va aussi arriver potentiellement sur les communs comme un acteur parmi les autres. Et donc ça aussi, c'est un peu nouveau d'avoir l'État qui va à la fois contribuer à la ressource, être dans la gouvernance, et du coup, comment ça le positionne. Donc rien que la notion de commun aussi, elle fait changer le rapport qui peut avoir existé jusqu'à présent entre le ministère de l'Intérieur, ministère des Armées évidemment, puisqu'ils ont un jeu à jouer, et puis l'ANSSI, et du coup les sociétés de droit privé. Donc ça avance petit à petit parce qu'on essaie de faire bouger aussi beaucoup de lignes là-dessus. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les discussions aujourd'hui sont ouvertes grâce au commun, là où avant elles n'avaient même pas lieu d'être. Donc ça, c'est déjà pour nous un point positif. Et on voit tout d'un coup une nouvelle forme de proximité qui se crée entre les pouvoirs publics et nos communautés, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent plus, ils discutent plus, et puis maintenant on voit que sur certains sujets, l'ANSSI vient récolter les points de vue de l'écosystème avant de s'engager au niveau européen pour proposer des lois ou prendre des positions. Et ça aussi, en fait, c'est très très vertueux et avantageux pour l'ensemble de l'écosystème.